Victor Hugo par Alfred Barboux, page 59, suite. Dans l'année qui suivit son mariage, après une courte collaboration à la Revue française, recueil qui n'eut que peu de durée, le poète fut chargé d'écrire une notice sur Voltaire. L'éloge qu'il en fit est modéré, mais à cette époque, un certain nombre de royalistes, inconnus de nos jours, trouvaient moyen de se montrer à la fois les fervents soutiens des Bourbons et les admirateurs du philosophe du XVIIIe siècle. Victor Hugo, tout en constatant que Voltaire développa le germe de la maladie de son siècle et en exaspéra les accès, ne put, malgré ses préventions, s'empêcher de rendre hommage au merveilleux esprit dont il entrevoyait la puissance. Ce jugement date de 1824. 54 ans plus tard, un jugement sera porté, autrement enthousiaste que le premier, à l'occasion du centenaire de l'immortel auteur de l'Essai sur les mœurs, page 60. C'est à dessein que nous soulignons, chaque fois que l'occasion s'en présente, ces contradictions, parce que c'est le meilleur moyen de répondre aux calomnies et aux ridicules reproches. Bien loin d'en rougir, Victor Hugo a toujours pris soin de rappeler ses opinions premières. Il y a dans la vie de tout écrivain consciencieux, a-t-il dit dans le livre contenant tous les écrits de sa jeunesse, un moment où il sent le besoin de compter avec le passé, de classer en ordre et de dater les diverses empreintes qu'il a prises de la forme de son esprit à différentes époques, de coordonner, tout en les mettant franchement en lumière, les contradictions, plutôt superficielles que radicales, de sa vie, et de montrer, s'il y a lieu, par quel rapport mystérieux et intime, les idées divergentes en apparence de sa première jeunesse se rattachent à la pensée unique et centrale qui s'est peu à peu dégagée du milieu d'elle et qui a fini par les résorber toutes. Il faut faire ces sortes d'examens de conscience avec bonne foi et candeur. Comment et par quelle série d'expériences successives le royaliste est-il devenu révolutionnaire? Cela pourrait s'appeler histoire des révolutions intérieures d'une opinion politique honnête. Page 61. Étudier cette révolution intérieure chez un homme de génie, montrer à la suite de quels événements, de quels travaux et de quelles réflexions il connut la vérité, n'est-ce point montrer un grand exemple plein d'intérêt? N'est-ce point esquisser le roman d'une conscience? Vers l'époque où Victor Hugo écrivait ses études curieuses, qui ont paru plus tard sous le titre Littérature et philosophie mêlées, il fit la connaissance du grand peintre Achille de Véria. Les deux familles se virent presque chaque jour. Les dîners n'étaient pas très copieux, à ce qu'il paraît, mais la gaieté faisait oublier le petit nombre des mets. Le général Hugo, appelé à Paris par la cruelle maladie de son fils Eugène, eut occasion de témoigner à Victor toute son affection et le convertit peu à peu à la cause des soldats de l'empereur. Les grandes luttes livrées par ces géants et racontées par son père séduisirent l'imagination du poète. Il ne perdit point, tout d'un coup, la haine de Bonaparte, mais il commença à chanter les glorieuses armées du chef prodigieux, élevé et immortalisé par elle, et puis, quelques semaines plus tard, il célébra l'arc de triomphe de l'Étoile et lui dit « Lève-toi jusqu'aux cieux, portique de victoire, que le géant de notre gloire puisse passer sans se courber. » La grandeur du conquérant aimé du général Hugo devait fatalement séduire pour un temps une âme éprise de toutes les grandes choses. Nous verrons ce lyrisme grandir, puis s'éteindre, emporté par la raison, par l'horreur qu'inspirent à tous les cœurs généreux les désastres et les tueries que causent les gagneurs de bataille. Le général Hugo, en quittant Paris, avait fait promettre à son fils qu'il irait le voir à Blois avec sa femme. Ce voyage eut lieu en 1825. Une petite fille qu'on emmena venait d'être mise au monde par Madame Victor Hugo.
Le poète a décrit la maison paternelle d'ardoise couverte, blanche et carrée, au bas de la colline verte, le toit où le vieux soldat s'en vint dormir après la guerre. Au moment de son départ pour Blois, Victor Hugo reçut le brevet de la Légion d'honneur. Le général, profondément touché, le sacra lui-même chevalier. Page 63. Cette visite redoubla l'affection que le fils portait à son père, mais le séjour à Blois dura peu. Victor Hugo, non encore complètement détaché de la royauté et confiant dans les promesses libérales du successeur de Louis XVIII, fut invité à assister au sacre de Charles X à Reims. Il partit, laissant sa femme et sa fille. Le trajet de Paris à Reims se fit avec Charles Nodier et 2 de ses amis dans une sorte de grand fiacre loué 100 francs par jour. Le voyage dura 4 jours. La cérémonie du sacre fut belle. Ministres, députés, pairs, ambassadeurs avaient revêtu leurs brillants costumes de cour. Les invités portaient l'habit à la française et l'épée au côté. Une chose choqua le poète. Le roi, dans la cathédrale, se courba, ainsi que le voulait le cérémonial, aux pieds de l'archevêque.